Bonjour, bonjour, c'est dimanche, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus ce dimanche. Comme tous les dimanches, c'est Canal Presse. Tout de suite, installez-vous confortablement, voici le sommaire. Jeux politiques, grand match entre le SDF et la presse écrite nationale. 3 quotidiens ont marqué un but dans les filets du SDF en indiquant qu'il était partant pour entrer au gouvernement. La réaction des autorités du parti politique est sans appel. Seul un gouvernement de salut public les intéresse, c'est-à-dire le genre de gouvernement qu'on met en place quand un pays sort d'une crise institutionnelle. Mais cette évocation n'est pas sans rappeler ces conditions plutôt contingentes, bien loin du débat sur le rapprochement idéologique. Comment en effet le SDF d'obédience socialiste peut-il entrer en intelligence avec le RDPC, apparemment de droite? Le démenti d'une cour assidue faite par le RDPC au SDF n'oblige cependant personne à oublier la dernière dansée du tango du chairman du SDF. Un jour d'accord et un autre pas d'accord pour la participation de son parti politique aux élections, lui qui en plus voulait devenir sénateur et lui que la rumeur malsaine annonçait comme président du Conseil économique et social. Il faut cependant se demander quel rapport de force peut être établi face au RDPC, obèse, pur, mu et dur, et qui s'est pesé. L'UNDP en sait quelque chose s'agissant de la parole donnée de son co-contractant. SDF et RDPC dans un seul gouvernement, ce mariage est-il possible? Voilà, c'était la titraille, bien sûr, de Canal Presse avec Ghislain Pierre et Sono. Tout de suite, on accueille nos différents panélistes. Jean-Baptiste Sipa, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur. Téléspectateurs. Merci de nous faire l'honneur de répondre à notre invitation. Avec vous, on parle du cinquantenaire depuis le mois de janvier. On parle du cinquantenaire de la réunification à Boya. Faut-il désespérer ou doit-on encore attendre quelque chose? Je ne vois pas pourquoi il faut désespérer. Un cinquantenaire, ce n'est pas le 50e anniversaire. On peut fêter un cinquantenaire 10 ans après. Ça dépend de ce qu'on veut fêter, n'est-ce pas? Mais pour autant, ce n'est pas heureux qu'un pays comme le Cameroun prépare pendant 4 ans un événement et ne le réussit pas. Et je suis tenté, comme l'autre, de poser la question, qu'est-ce qui nous manque? Alors, vous pensez que c'est un problème de préparation, un problème de calendrier? Qu'est-ce qui pose problème selon vous? C'est un problème de déficit patriotique. Parce que depuis qu'on prépare... Premièrement, on ne devait pas attendre que les 50 ans soient révolus pour qu'on prépare le 50e anniversaire. On prépare le cinquantenaire. C'est des choses qui étaient planifiables. Deuxièmement, depuis qu'on en parle, il me semble quand même que des moyens, si j'en crois la presse, ont été dégagés par le maître d'ouvrage. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'un événement qui revêt une telle importance sur le plan historique et même sur le plan du prestige de notre pays ne puisse pas voir le jour. Alors, le comité d'organisation fait quoi? Et puis, on n'explique pas aux Camerounais pourquoi est-ce que c'est infiniment reporté. Même le chef de l'État n'a pas osé en parler. Je suppose que lui-même ne devait pas avoir d'explication. Vous ne pouvez pas tout le temps expliquer à votre peuple qu'aujourd'hui on va reporter parce qu'il manque de moyens, demain on reporte parce que les choses ne sont pas disponibles. Alors finalement, on voulait qu'il dise quoi? Parce que j'entends beaucoup, le chef de l'État n'a pas parlé de 50. Et il devait dire quoi? Quelle explication on a préparée pour qu'il dise aux Camerounais pourquoi est-ce que cette fête est reportée? Et il devait la reporter à quand? Merci Jean-Baptiste Sipa pour avoir accepté notre invitation. Avec nous, Hervé Emmanuel Com, bonjour. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Ça fait longtemps, on ne s'était plus retrouvé sur un plateau. Écoutez, j'avais un congé sabbatique, peut-être non. Je viens quand on m'invite et quand ça vaut la peine, et votre émission vaut la peine. Surtout vous, vous êtes mon ami. Merci, j'en suis flatté. Alors, on parle des publications de Mwanjo qui défraient beaucoup de chroniques quand même aussi.
Alors, c'est un buzz qui est étonnant et qui m'inquiète. Qui m'inquiète parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens prennent les tribunes pour s'exprimer sur les questions qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça m'inquiète en plus parce que l'ensemble de la presse se soit engouffré dans une chasse à l'homme et se soit dispensé de la moindre analyse stratégique. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne l'aborde pas. Alors, ce qui est inquiétant dessus, d'abord, c'est que le débat sur la sécurité nationale ne se mène pas de cette manière. Et deuxièmement, que ce soit un parlementaire qui se permette ce genre d'aventure, avec une telle légèreté, parce que je le lui ai dit, donc je peux le répéter. Je veux dire, quand j'ai vu la fameuse interview qui commençait par, je peux citer le journal, Le Messager, je me suis dit, tiens, je vais apprendre quelque chose. C'est vrai que j'ai quelques connaissances quand même dans le domaine de la défense. Et puis là, j'ai vu que c'était plutôt les statistiques des sous-vêtements de M. Mebengo qu'on exposait. Sa soi-disant fortune, c'était personnel, mais il n'y avait aucune analyse sur le système de sécurité parce que je me suis dit, bon, il se passe peut-être quelque chose, comme il y a à Centrafrique, peut-être on va nous révéler quelque chose. Et je lis par exemple que investir dans le génie militaire, ce n'est pas investir dans l'armée, mais c'est une très mauvaise connaissance. Le génie est une arme, c'est une arme essentielle des plus grandes armées du monde. Sous Napoléon, c'est le génie qui passait avant et qui dégageait le terrain. Et comme son nom l'indique, c'est l'arme d'aménagement du terrain pour permettre la circulation et puis la mise en place d'un système de défense. Alors, pour me résumer, ce qui m'a plus choqué aussi, c'est que tous les journaux s'y sont mis. On a l'impression que c'était une action concertée, organisée. Et moi, j'ai la conviction que c'est une opération politique, un agenda caché qui consiste à attaquer une personne. Et je peux me permettre quelque chose, n'étant pas moi-même au gouvernement, mais modeste à ma position, je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs ministres que nous avons. Okay. C'est l'un des meilleurs, pourquoi? Parce qu'au moins avec les militaires, il se passe quelque chose. On voit chaque jour des choses, des actes qui sont posés. Par exemple, du génie, le dégagement du boulevard de la République va en être un exemple. Mais quand vous voyez la qualité du BIR, la capacité que nous avons à dissuader certains groupes, et les gens ignorent une chose, nous sommes en guerre, même si elle n'est pas déclarée, parce qu'il y a les nouvelles menaces urbaines, les menaces, vous avez vu le redéploiement de la police, qu'on doit adapter aux nouvelles menaces, la Séléka, le Boko Haram. Je pense donc que pour des responsables politiques qui exposent notre armée à un débat qui relève plus du bavardage médiatique et d'une vengeance personnelle, individuelle, c'est de la mauvaise distraction. Et quand on parlera des indisciplines dans le parti, dans les mouvements politiques, voilà un cas. Voilà un cas parce que l'indiscipline, c'est de porter atteinte à l'intérêt général, à l'intérêt du parti et de la République. L'indiscipline, ce n'est pas de dénoncer ceux qui détournent le pouvoir, que leur confie le parti pour placer les cousins, les neveux et les belles-sœurs. Voilà. Merci, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Voilà. Merci d'être venu. Troisième panéliste sur Canal Presse ce jour, le professeur Abroya Manassé. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour Bouba et bien entendu, bon dimanche à tous les téléspectateurs de Canal Presse. Alors avec vous, on évoque la situation du décès de la secrétaire de l'ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, Marafa Hamidou Yahya, qui fait les choux gras de la presse cette semaine également. Tout à fait, mais d'emblée, je dois dire que c'est une information à gérer avec beaucoup de prudence parce que les enquêtes sont en cours. Et quand les enquêtes sont en cours, il faut être prudent dans les évocations de peur, une fois de plus, surtout en ce qui me concerne, d'être encore passible de poursuites pour commentaires tendancieux de nature à influencer le cours de la justice. Mais pour le cas précis de Mme Bango Sopo, il s'agit tout simplement d'une femme très forte personnalité qui était quand même, au-delà de son statut de secrétaire d'ancien ministre d'État, connu comme étant sa confidente, qui lui rendait de manière hebdomadaire, tout au moins visite au CED. Ça participe justement de la perte d'un être cher en ces moments difficiles. Vous savez, quand on est dans ces situations d'incarcération, on a très peu
d'amis, c'est là où les cotisants partent, il n'y a que des fidèles, des amis qui peuvent vous rendre visite. Je pense que ça peut contribuer justement à nous déstabiliser et à lui faire perdre le courage pour continuer à affronter les difficultés qui sont les siennes. Alors sur cette question, y a-t-il des dangers qui planent sur l'entourage de certains détenus de l'opération Épervier par rapport à ce décès? Je pense qu'on ne peut pas théoriser parce que c'est le premier cas, hein, des gens qui se trouvent incarcérés et qui perdent ainsi leurs anciens collaborateurs, leurs fidèles collaborateurs. Je crois qu'on ne peut pas très vite aller en besoin pour théoriser la menace qui pèserait sur les gens qui sont en liberté, qui ne sont pas inquiétés, qui n'ont pas un dossier judiciaire en bonne et due forme. Et quand on connaît l'entourage de cette dame qui faisait quotidiennement son sport, au parcours vita, discrète, vivant seule, se contentant d'éviter la démonstration, je pense que les enquêtes nous le diront. Je ne peux pas m'aventurer pour ne pas perturber le cours des enquêtes, n'ayant pas des informations de nature à théoriser la menace. Mais bien entendu, la manipulation tend à dire que c'est des règlements de compte, mais je crois que... il ne faut pas aller vite en besoin. Il faut avoir des éléments matériels permettant de théoriser une telle perspective. On attend de voir. Merci d'être venu. La suite de l'affaire nous dira un peu plus davantage sur cette question. Quatrième et dernier invité de Canal Presse ce jour, Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour M. Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Presse. Ministre de la Communication, pas du gouvernement BIA, mais gouvernement, le shadow cabinet, le SDF. On va dire un gouvernement fantôme ou bien c'est une traduction anglaise? C'est une mauvaise traduction, c'est un gouvernement de l'ombre, un gouvernement de riposte. Face, n'est-ce pas, à notre gouvernement actuel qui, le plus souvent dans ses actions, manque de lisibilité, de visibilité. Ok. On parle de sport, on vous accueille avec un sujet sport. Le Cameroun, candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, après 1972. Est-ce qu'on peut déjà pousser un ouf de soulagement en attendant le verdict de la CAF sur cette question? Non, mais effectivement, le management de la CAF a confirmé la candidature du Cameroun en lice. Il y a plusieurs autres pays, je crois que c'est 5 pays. Trois, ça fait 4. Ça fait 4, oui. Bon, ben, l'Algérie, le cas de l'Algérie, il est difficile quand même que l'Algérie puisse décrocher cette organisation à partir du moment où le Maroc va organiser en 2015 et la Libye en 2017. Bon, bien évidemment, on ne passera pas le temps à organiser la Coupe des Nations en Afrique du Nord. Bon, ben, le cas de la RDC, c'est un pays qui est en guerre. Il est difficile également qu'on puisse permettre à la RDC d'organiser cette compétition. Bon, ben, pour moi, est-ce que le Cameroun sera prêt? Bon, vous savez que les critères qui généralement pèsent dans la désignation définitive, c'est quoi? C'est les infrastructures sportives, c'est-à-dire les stades, il faut des stades. Généralement, c'est 4 poules, il faut 4 stades environ et des stades d'entraînement. C'est également la sécurité, comme je disais là tantôt. C'est la capacité d'accueil, c'est-à-dire les hôtels. Vous savez très bien que quand il y a une Coupe des Nations, il n'y a pas que les joueurs qui viennent. Il y a tout un engouement, les gens viennent des 4 coins du monde. Il y a par exemple ce qu'on appelle les marchands de joueurs qui sont là, il y a les officiels, tous doivent être là. Bon. Est-ce que le Cameroun peut le faire? D'abord, quelles seront les villes qui seront retenues au cas où nous gagnons, où nous décrochons cela? Manifestement, il y aura Douala et Yaoundé, parce que Douala et Yaoundé ont déjà quand même des infrastructures sportives. Encore que le PENDIS, dans le programme national de développement des infrastructures sportives, dans le cadre de ce programme, on projette, n'est-ce pas, de construire un stade de 50 000 places à Douala et de 60 000 places à Yaoundé. Donc, visuellement, Fandena et le stade omnisport de Douala, c'est environ de stade d'entraînement pour ces joueurs. Et effectivement, également, le stade de Limbe qui est presque prêt, qui sera bientôt inauguré. Bon, mais quand on organise également une coupe, donc un événement pareil, il faut bien qu'il y ait des retours sur investissement. D'abord, j'espère que c'est Limbe qui sera retenu du côté de la partie qu'on appelle anglophone. Moi, je dis de l'autre, donc du sud-ouest. Parce que Douala et Limbe, c'est quand même 2 pôles industriels. Alors on peut profiter de cela pour faire une autoroute qui, effectivement, pourra apporter des gains après.
Parce que vous savez, il y a la Sonara, il y a les cimenteries là-bas, il y a le pont en eau profonde de Kribi, il y a le chantier naval. Et donc, ça peut donc booster tout cela. Bon, pour ma part, bref, le challenge est important et tout est jouable. Et à mon avis, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre, mais pourvu qu'il y ait, c'est-à-dire un gain en termes d'investissement. Et puis, le problème qui va également se poser, c'est comment est-ce qu'en 4 ans, on pourra avoir de l'argent pour combler, n'est-ce pas, ce déficit en infrastructure. Manifestement, soit il y a deux voies qui vont se présenter, où le Cameroun s'endette. Et là, est-ce que les impôts vont connaître un bond en avant ou tout simplement nous finançons sur nos ressources propres? Et je pense pour ma part que les ressources propres, nous en avons. Il suffit, n'est-ce pas, de supprimer les dépenses improductives de l'État, contenues dans le budget de l'État, et de pourchasser les gaspillages. Parce que, voyez-vous, donc pour chuter par là, le groupe parlementaire du SDF a fait un rapport, le rapport 2009, 2010, 2011, qui mettait à nu, n'est-ce pas, les dépenses improductives de l'État. Et on s'est rendu compte que ces 3 années seulement, 792 milliards de francs CFA avaient été dépensés, avaient été gaspillés, n'est-ce pas, en termes de dépenses improductives. Et on voyait les dépenses vestimentaires, carburant, lubrifiants, séminaires, colloques. Je pense pour ma part que on peut financer avec nos ressources propres. Et il suffit, comme je l'ai dit tantôt, de supprimer les dépenses improductives contenues dans les différents budgets de l'État. Jean-Robert Wafo, pour un sujet d'entrée, il est allé beaucoup plus en profondeur. Cela dénote la qualité du débat qui va prendre cours tout à l'heure. On prend une petite pause juste derrière. On se retrouve pour la première thématique du jour. Voilà, retour sur ce plateau. Jean-Baptiste Sipa, on n'a pas beaucoup de temps pour commenter les propos du ministre de la Communication, du Shadow Cabinet. On parle du gouvernement, le SDF prêt, au cas où, de plus en plus, on parle de rumeurs de rentrer dans le gouvernement du SDF. Alors, Jean-Robert Wafo, je vous pose la première question. Le SDF qui dément déjà des contacts avec le pouvoir par rapport à une éventuelle entrée au gouvernement, mais s'est dit prêt à y faire partie sous condition. Comment expliquez-vous cela? Non, mais j'espère d'abord que tout le monde a pu se rendre compte que les informations qui ont été publiées par la presse, ce n'étaient pas des informations, c'est des affirmations qui ont été avancées, n'est-ce pas, dans la presse, étaient totalement infondées. Infondées parce que j'ai ici avec moi, parce qu'il faut que ce soit clair, la proposition d'ordre du jour du NEC qui s'est tenue le 25 janvier dernier. Nulle part, et M. Sipa peut donc vérifier, nulle part on fait état d'une entrée quelconque du SDF au gouvernement. J'ai également avec moi ici les résolutions de la réunion de ce comité exécutif national. Nulle part on a mentionné une quelconque entrée au gouvernement. Alors d'où vient cette rumeur? Qu'on me dise donc où est-ce qu'on a pris donc ces informations. Je ne vais pas faire, je suis loin, je ne m'adhérerai même pas à faire un procès sur la presse parce que la presse est constituée d'hommes de qualité et d'exception. C'est des gens dignes qui se sont battus, n'est-ce pas, depuis 1990 pour un Cameroun meilleur. Mais manifestement, il y a eu une information qui a filtré je ne sais d'où. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est qu'on gagnerait, n'est-ce pas, généralement quand il y a une rencontre pareille, à prendre la version officielle du parti. La version officielle du parti est contenue généralement dans les résolutions. Bon, ben, maintenant que quelqu'un ait pu dire quoi que ce soit à la presse, ça n'engage que cette personne, parce que l'entrée ou pas du SDF au gouvernement ne sera jamais tributaire, n'est-ce pas, des déclarations d'un camarade quelconque qui n'est pas mandaté par le parti et qui se répand dans les médias. Nous avons donc nos mécanismes, et nos mécanismes, c'est quoi? Nos mécanismes sont contenus dans les statuts. Maintenant, il est établi que au cours de ce NEC, il n'y a eu aucune allusion à une entrée concernant l'entrée du SDF au gouvernement et que ce n'est pas mentionné d'ailleurs ni dans les résolutions ni dans le PV. Maintenant, nous sommes clairs. Nous disons une chose, c'est quoi? C'est que notre position, tout le monde le sait. Nous aimons entrer au gouvernement, ça c'est clair. Nous aimons entrer au gouvernement par voie d'élection et non par nomination. D'accord. Ça, c'est le principe. Merci pour ça. Et quand je parlais on va peut-être revenir. Quand je parlais de compte vérité pour chuter,
quand bien même on veut entrer, on arrête d'abord le principe avant de négocier. On ne négocie pas avant d'arrêter le principe. Ok, on va revenir Alors, à vous. On n'a pas arrêté le principe. On reviendra à vous sur... déjà. C'est quand même illogique et plein de contresens. On reviendra à vous sur cette question. Emmanuel, comme il ne semble pas du tout partager votre avis sur la question. Non, d'abord, moi, je considère que c'est un non-événement, le fait que le SDF n'entre pas au gouvernement. C'est à l'intérieur du SDF qu'il faut aller régler ce problème. Ceux qui passent le temps à faire le buzz dans les journaux, et quand ça les arrange pas, ils sont pris en flagrant délit d'agitation, et ils mettent en cause le plus grand nombre de leurs militants que sont ces journaux. La deuxième chose, c'est que, je m'excuse Jean-Robert, on ne met pas à l'ordre du jour l'entrée au gouvernement. Il ne faut pas prendre les Camerounais pour des naïfs. Ce sont des choses qui se causent. Nous sommes transparents. S'il te plaît, je ne t'ai pas coupé. Il faut d'abord arrêter le principe. Jean-Robert, vous laissez Emmanuel aller au bout de sa logique, vous prenez la parole après. Ce sont des choses qui se décident à des lieux différents. Et j'ai entendu dans le reportage d'entrée qu'il faut la guerre ou un événement pour qu'on ait un gouvernement mettant tout le monde. Je m'excuse en faux quant à cette analyse. Je parle sous le contrôle du professeur Aboya. Vous avez un exemple actuel. L'Allemagne n'est pas en guerre. Le SPD, qui est un parti social-démocrate, est dans un gouvernement avec la CDU, qui est un grand parti conservateur européen. Donc je crois que c'est une question de choix politique de chaque parti. Nous n'avons pas besoin d'une guerre civile pour faire une expérience d'un gouvernement si c'était le cas. Maintenant, il y a une seule personne qui a, de par la Constitution, la prérogative de composer, de nommer le gouvernement. Cette personne a assisté de par la Constitution aussi par le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Donc je crois que si on passe le temps à pérorer si le SDF veut y aller, ne veut pas y aller, c'est pour savoir si c'est une femme, ils se font draguer comme les demoiselles. Moi je crois que ça nous prend trop de temps pour le peu de temps qu'on est dans une émission, sinon l'une des plus regardées, la plus regardée. Donc c'est une affaire interne au SDF et à leurs copains dans les journaux qui veulent faire le buzz quand ils ont un problème d'agenda de médias. Alors, je reviens, on va peut-être insister sur la question avec vous, professeur Aboya Manassé, sur la base des déclarations de Jean-Robert Wafo. L'entrée au gouvernement du SDF Info ou Intox finalement? Je pense qu'on ne peut pas aborder le problème tel que veut le présenter Jean-Robert Wafo. Parce qu'on ne peut pas imaginer les tractations de coulisses supposées être secrètes, figurées dans un ordre du jour des résolutions, des activités d'un parti ou des mouvements d'un parti. Ça, c'est une aberration. Les tractations sont un côté invisible de la politique d'un parti. Et je ne pense pas que ce soit un problème, une faute que de faire des tractations. Maintenant, est-ce que les tractations vont aboutir? Parce que les tractations, c'est des négociations entre politiciens, c'est normal. La politique, c'est un jeu. Et l'entrée au gouvernement est une articulation d'un jeu politique qui peut être amorcé entre le SDF et le parti au pouvoir. Donc, je crois que le SDF a toujours cette fâcheuse idée d'ébruiter des aspects inutiles qui peuvent être préjudiciables à leur parti si jamais cela aboutissait. Parce que ce n'est pas une faute, ce n'est pas une injure que d'entrer au gouvernement. Dans un contexte où le SDF a régulièrement été présent dans les consultations électorales, pour les sénatoriales, pour les municipales et législatives, et a eu le score qui est le sien. Maintenant, s'il faut parachever ce consensus politique qui dépasse déjà le cadre d'une démocratie apaisée vers un gouvernement d'ouverture, bon, c'est au SDF de juger l'opportunité d'y aller, mais insulter l'opinion publique, insulter la presse, qui fait son boulot un temps, mais qui ne fait pas son boulot. Qui a insulté la presse pour ça, Pas vous certainement. Pas vous certainement. Pas le SDF, d'ailleurs. Personne du SDF n'a insulté la presse. Je clarifie cela ici. Je peux donner des noms. Il ne vous a pas indexé, Jean-Robert. Jean-Robert, il ne vous a pas indexé. Il dit bien qu'il peut donner des noms. Donc laissez-le aller au bout de sa logique, s'il vous plaît. Jean-Robert, vous n'allez pas me réduire. Je connais votre qualité d'investigation, nous nous connaissons très bien. Mais je dis, une fois de plus, aucun officiel mandaté par le SDF n'a insulté la presse. D'accord, c'est entendu. Si les gens vont vous chutez sur la question. J'ai dit que moi je suis au courant des contacts entre le SDF et le gouvernement.
Mais ce sont des contacts, c'est tout à fait normal dans le jeu politique. Je pense qu'on ne peut pas insulter le RDPC si à l'issue d'une consultation électorale, si à l'issue des perspectives politiques qui nécessitent justement de tendre la main à toutes les forces politiques pour voir dans quelle mesure le pays peut être géré. En termes de contact, je ne vois pas là où il y a le crime. Jean-Baptiste Sipa, on reste dans les supputations, à considérer qu'il y a eu effectivement des contacts, des négociations entre ces deux partis. Alors, sur quelle base se ferait une éventuelle cohabitation entre le RDPC, le SDF au sein du gouvernement, lorsqu'on sait que les deux partis n'ont pas la même idéologie? Premièrement, je recuse le problème d'idéologie. Moi, je n'en parle pas parce que je ne vois pas les idéologies dedans. Deuxièmement, je voudrais dire que ce qui se passe entre le SDF et la presse, c'est une tempête dans un verre. Parce qu'il faut se dire qu'en régime démocratique, un pouvoir et un ou plusieurs partis d'opposition peuvent s'entendre pour gouverner. C'est parfaitement concevable. Tout dépend de l'objectif visé par les uns et les autres. Même au cas où il y aurait idéologie, même au cas où il y aurait différence idéologique, il peut arriver des circonstances où deux partis d'idéologie différentes décident d'une alliance objective pour résoudre un problème. Parce que la solution des problèmes en politique, c'est toujours des problèmes d'intelligence collective. Depuis qu'on parle du chômage au Cameroun, et on dit que ça augmente tous les jours, si le RDPC disait un jour, Monsieur Frondi, venez, envoyez-moi des experts pour qu'on étudie ensemble comment résoudre le problème du chômage au Cameroun dans les 5 ans à venir. Je ne vois pas pourquoi le SDF refuserait d'aller s'asseoir pour étudier le problème du chômage au Cameroun. Si celui qui est au pouvoir estime qu'il a besoin de l'expertise de celui qui est dans l'opposition pour résoudre un problème, quel est l'objectif d'un parti politique qui est au pouvoir? C'est de travailler pour l'avènement du bien-être des populations. Alors, si à un moment donné, celui qui est au pouvoir estime qu'il peut mettre à contribution quelqu'un qui est dans l'opposition, dans un cas précis, je ne vois pas pourquoi il refuserait. Il ne s'agit pas d'inviter les gens à l'entrisme. Évidemment, si M. Biya dit à M. Frondi, écoutez, vraiment, nous nous sommes assez battus, mettons-nous ensemble pour faire les choses. Ce n'est pas comme ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais s'il dit, venez pour qu'on résolve tel problème précis, parce que je sais que vous avez des solutions. Regardez ce qui s'est passé en France quand Sarkozy a pris le pouvoir. Il y a des domaines où Sarkozy a bien compris qu'il n'avait pas d'expertise et il est allé dans le Parti socialiste et dans le Parti centriste chercher des ministres qui pouvaient l'aider à réaliser la vision politique qu'il avait de son... Emmanuel Combe. Je m'excuse. Je crois qu'il faut d'abord repréciser les bornes. Après l'analyse du professeur Aboyar, qui est scientifique, officiellement, je ne crois pas que la question de l'entrée ou pas d'un tel parti au gouvernement soit quelque chose que... C'est de la spéculation, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une question aussi d'avoir ou pas des experts. Parce que la politique, avant que ne devienne l'affaire des experts, c'est d'abord l'affaire des politiques. Est-ce qu'il y a une question nationale qui a besoin d'un consensus et qu'on aborde ensemble ce consensus? On peut l'aborder chacun en restant dans son coin avec sa conscience patriotique, ou on l'aborde en étant dans un gouvernement s'il y avait par exemple une grande loi qui concernerait la nationalité par exemple, d'accord, qui pose problème. J'espère qu'on en parlera. Bon, donc je crois que la participation SDF au pouvoir, si participation il y avait demain, d'abord, ce ne serait pas une maladie honteuse. L'UPC a été au pouvoir et l'UPC n'a pas contracté une maladie honteuse. Et deuxièmement, ça serait une question de responsabilité parce que gérer le ministère de la critique, comme le font les amis de Jean Robert, c'est très facile, mais à un moment donné, il faut être en capacité d'aller, n'est-ce pas, aux affaires. Il faut entrer en action. Et je termine en disant une chose. Le SDF se plaindrait des journalistes, mais c'est un organe de base du SDF. Le SDF a souvent eu l'audition gonflée grâce au soutien de leurs amis journalistes. Ils ne peuvent pas donc se plaindre aujourd'hui d'une mauvaise manipulation d'un instrument
qu'ils ont toujours... Je crois que c'est un faux débat. Si le SDF entre demain au pouvoir, ce n'est pas parce qu'il manque des experts au RDPC ou dans les partisans du RDPC, c'est parce que nous avons besoin d'une démocratie apaisée et qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde participe si c'était possible. Et ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de responsabilité patriotique. Ok, je ne suis pas d'accord avec vous partiellement sur la question des journalistes qui sont un organe de base. On pourra faire une émission là-dessus. S'il vous plaît, je vais revenir à vous tout à l'heure, mais Jean-Robert Wafo, moi je voulais vous relancer sur la question. Y a-t-il un intérêt pour le SDF à faire partie du gouvernement? Non, mais je vais tout simplement dire que d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu vraiment un contact et qui a été rendu public dans la presse, c'était en 1997. Ah. Oui, mais il y a eu des plénipotentiaires des deux partis politiques qui se sont rencontrés. Monsieur Sipa le sait très bien. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais les choses avaient buté sur quoi? C'est que le RDPC exigeait qu'on entre au gouvernement à tous les prix. Nous avons dit non, nous voulons d'abord que le processus, que le code électoral soit nettoyé. Alors cette fois, jusqu'à présent, ce n'est pas nettoyé. Mais je dis une chose, c'est quoi? C'est que un parti politique peut à un moment donné prendre une décision qu'elle estime être dans l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Quand nos pères fondateurs créaient le parti, c'était parce qu'on avait constaté qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans le pays. Bon, mais, et bien évidemment, et pour apporter donc des propositions, il faut d'abord faire le diagnostic. Et je pense pour ma part que le président de la République... À vous entendre parler, Jean-Robert, vous me permettez que je vous relance sur cette question. À vous entendre parler, vous démentez formellement l'information. Je dis, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il n'y a pas de contact entre le SDF et le RDPC. Et je vais dire une chose. Nous avons dit, je dis aucun contact. D'accord, ça c'est entendu. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit tantôt que nous entrons, que notre position est claire, c'est qu'on aimerait y entrer par des élections et non par voie de nomination. Mais cela n'exclut pas. Ça c'est clair. Je dis, cela n'exclut pas. Compte tenu de ce que le parti avait été créé, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, cela n'exclut pas que nous pouvons être amenés à envisager l'éventualité d'une entrée au gouvernement, mais pas dans un gouvernement de consensus d'union nationale, non. Dans un gouvernement de salut public. Laissez-moi finir. Beaucoup de vos responsables sont d'anciens militants. Beaucoup de vos anciens... C'est entendu. Jean-Robert, laissez-moi finir. Tout à l'heure. Beaucoup de vos responsables sont d'anciens militants du RDPC. Tout à l'heure. Ne revenez pas. S'il vous plaît. Jean-Robert, s'il vous plaît, permettez-moi de relancer Jean-Baptiste Sipa sur cette question. À votre suite, bien sûr, parce que... Mais c'est le SDF qui est interpellé ici. On vous donne la parole, Jean-Robert, mais quand vous nous ramenez en arrière, je ne ramène pas en arrière, je suis en train d'avancer. Vous avez donné une information. Je suis en train d'avancer. C'était pour dire que dans le cadre d'un gouvernement de salut public, nous pouvons aller en gouvernement de salut public, c'est un gouvernement de devoir. D'accord. Et je pense pour ma part que le président de la République a fait le bon diagnostic le 31 décembre dernier. Ça, c'est clair. Il a fait comprendre que vous, monsieur Combe, qu'il n'y a presque pas de grandes personnes, d'hommes d'État dans l'appareil qui nous gouverne. Ça commence bien. Ça c'est clair. Donc, il a fait comprendre. C'est le genre de vocabulaire. Laissez-moi finir. Pourquoi ça vous choque? Mais ça me choque parce que vous êtes sûr que vous visez le... Jean-Robert, peut-être... D'accord, Jean-Robert, cette fois je veux vous retirer la parole si vous permettez. On va peut-être recadrer une ou deux choses avant de relancer le débat sur la question de l'entrée ou non du gouvernement. Le temps de prendre le pouls de la situation telle que traitée par nos confrères à travers les kiosques. C'est avec Debo Harley Andébé. On revient juste derrière. Bonjour, frontière Cameroun-RCA. Le calme après les turbulences marquées par des incursions meurtrières. Dans certaines localités camerounaises, Cameroun Tribune dit que le gouvernement a adopté des mesures conséquentes qui ont permis de restaurer paix, calme et sécurité dans la zone concernée. C'est également la conséquence de l'alternance politique à Bangui depuis la prise de pouvoir de Catherine Samba Panza, la maire choisie pour sauver la RCA. Despax en a fait son affaire cette semaine en consacrant 3 pages à cette dame de fer investie d'une mission commando.
Pour notre confrère Crise et Solutions, Madame Panza doit impérativement surmonter la disproportion entre l'espoir qu'elle incarne, l'immensité des attentes fondées sur elle et son potentiel réel. Ce contexte ne lui augure pas des lendemains qui chantent. La deuxième une du journal présente un ministre de la Défense prise à partie par une certaine presse. C'est que selon le journal de Joseph Djemo, Edgar Alain Mbengo est victime de lynchage médiatique, d'acharnement pour des intérêts inavoués de certains de nos confrères. On parle ministre de la Défense et le jour d'évoquer ces problèmes autour du recrutement au bataillon d'intervention rapide. Il y a la garde présidentielle. La décision de recruter des soldats au niveau CEP ne fait pas l'unanimité pour reprendre une source dans ce département ministériel. Un officier supérieur à qui revient la responsabilité de décrire l'état et les besoins de l'armée avant de soumettre aux politiques s'insurge n'avoir pas été consulté avant le recrutement. Entre-temps, nous dit le messager, le secrétaire d'État à la Défense a été admis cette semaine dans un hôpital militaire de France suite à un sérieux problème de santé. Du même journal, il s'est dit que Sambende et Amadou Toumouna se sont rencontrés en semaine. Signe des temps, les rapports radicaux et tumultueux entre les deux commencent à se dissiper. Entretien constructif, échange et pourparlers francs, affirme le père de Rosita. L'auteur de Yumos calculé, pour l'instant, lui ne décolère pas. Dessus de la présidente de la SOCAM, l'artiste exprime sur sa double nationalité et les détournements de fonds de cette société et se prononce par ailleurs sur les comités mis sur pied par la ministre de la Culture et révèle d'ores et déjà ses projets. Le plan d'urgence d'Ali Bongo après le diagnostic du 30 décembre, le président gabonais dit mutation en pied de une, vient de nommer un nouveau Premier ministre avant de dévoiler son pacte social. Et pendant ce temps, on attend notre remaniement au Cameroun. Et à propos, la nouvelle expression croit que le président de la République peut oser l'arrogance de lâcher ses 3 têtes de proue du Grand Nord. L'œil du Sahel rassure qu'on attendra encore ce remaniement jusqu'en mars prochain, mois de la prochaine session pour commencer la construction de la nouvelle architecture politique. Une architecture politique qui pourrait bénéficier d'un rajeunissement et franc biasséré favorable. Selon la nouvelle, le fils du chef de l'État aurait proposé à son père, non sans lui suggérer quelques noms, indiquent des sources suffisamment introduites à la présidence de la République. Petite une du journal, on est dans le ministère des marchés publics, devenu depuis un moment un pôle de magouille. Le chef de l'État voulait pourtant en faire un important instrument pour combattre la corruption dans ce secteur. Encore le ministère des marchés publics, cette fois, c'est au village. Repère a publié leur mémorandum adressé au président de la République par la communauté Bororo, remonté par l'expropriation de ses terres. C'est un problème de mœurs, nous dit le journal. Mœurs également dans ce bras de fer entre le Cameroun et le lobby homosexuel. Intégration revient sur la diffusion par RFI et France 24 d'un document audiovisuel présentant l'homophobie d'État au Cameroun. La communauté nationale crie au complot et se mobilise. Lit dans le journal de Thierry Ndong les réactions musclées du gouvernement de Bilou Aïssi, de Sismondi Balé Bidjouka et surtout l'éditorial de Gilbert Tchalikani. RDPC, la commission de discipline, affine en ce moment d'autres actes d'accusation. Selon l'action, le journal du parti, les militants indélicats vont comparaître dans les prochains jours. On reste dans le RDPC et interrogeons-nous avec mutation pourquoi la démission est un tabou dans ce parti. Contrairement à d'autres expériences vécues en Afrique, il est quasiment impossible au cadre du parti du flambeau de quitter le navire. Sport. La normalisation doit s'achever en mars prochain. L'ancien directeur de cabinet de Iya Mohamed menace de saisir le tribunal arbitral du sport en cas de prorogation. Pour Abdourahmane Amadou, notre football continue à être mis au service de quelques individus. Et puis à lire au quotidien Le Jour, l'impossible réconciliation du canon. La tentative devant le comité olympique ayant échoué du fait du refus de Céline Eko, la présidente du conseil d'administration, de se présenter. Les sages sont sur la voie d'une procédure d'arbitrage. Revue de presse à dimanche. Si plaît à Dieu. Merci Debo. À dimanche, si plaît à Dieu. On revient sur ce plateau. On espère que les esprits se sont calmés. Alors, on repart avec vous, Jean-Baptiste Sipa. Au cas où le SDF accepte de participer au gouvernement, n'y a-t-il pas un risque d'une polarisation de la vie politique au Cameroun? Ne court-on pas vers la disparition, par exemple, de l'opposition? Moi, je venais de, quand mon ami Hervé m'a coupé la parole pour régler son compte à l'autre, j'étais en train de dire que l'entrée d'un parti d'opposition ou la participation d'un parti d'opposition à un gouvernement ne peut pas être synonyme de fusion entre les deux partis. Vous voyez, ce n'est même pas obligatoire qu'ils aient la même idéologie. Bon, ce qui veut dire que, pour répondre à votre question,
que le SDF peut, ou n'importe quel autre parti peut entrer dans le gouvernement de M. Biya sans que ça implique nécessairement la disparition de l'opposition. Mais moi, si j'accepte de débattre de ça, c'est parce que il y a quelque chose d'extrêmement grave du point de vue de l'éducation politique dans ce débat-là. C'est quoi qui est grave pour vous? On veut faire croire aux Camerounais que si en politique, on a des idéologies différentes, on est ennemis. On veut faire croire aux Camerounais que la vision d'un parti, l'objectif d'un parti politique, c'est uniquement le pouvoir. Et tous les partis font croire ça au peuple camerounais. Mais même si on l'affirme, je connais des partis politiques qui l'affirment, la première mission d'un parti politique, ce n'est pas la prise de pouvoir. Surtout pas dans notre contexte où le pouvoir est accaparé par un individu. Et où on considère que pour prendre ce pouvoir, il faut chasser l'individu et se mettre à sa place. La première mission d'un parti politique, c'est d'abord d'expliquer au peuple quelle est sa vision, parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir. La deuxième mission, c'est de produire des idées. Un parti politique, c'est une force de proposition. Et dans un pays, dans une république qui fonctionne normalement, lorsque vous proposez des idées, si celui qui est au pouvoir a vraiment en tête l'intérêt du pays, eh bien, il prend ces idées et il le fait de manière officielle, il légitime ces idées, il les met en œuvre. La politique, c'est quoi? Ce n'est pas la gestion des privilèges, c'est la mise en œuvre des idées novatrices, salvatrices, pour faire venir le bonheur d'un peuple. Professeur Aboya Manassé, avec une majorité écrasante au Sénat, à l'Assemblée nationale, et on va dire dans les conseils municipaux, est-ce que le RDPC a-t-il réellement besoin d'alliés ou de ralliés pour gouverner? Je ne pense pas que le fait d'inviter le SDF à entrer au gouvernement, tel que l'éventualité se précise de plus en plus, n'en déplaise à certains idéologues recalcitrants qui sont pris au piège d'une manière justement de communiquer. Parce que ce que dit SIPA est très important. Il y a des partis qui ont expliqué aux Camerounais qu'entrer au gouvernement, c'est aller à la mangeoire, c'est être opposant, c'est insulter, c'est être violent, c'est dire des énormités au chef de l'État. Aujourd'hui, avec les mutations, avec l'ajustement à la politique dans ses coutures essentielles, ils comprennent qu'ils ont trompé le peuple. Ils ne peuvent plus leur expliquer et ils se mettent dans une posture qui leur fait mal. Parce que s'ils entrent au gouvernement, on va dire qu'ils sont aussi allés à la mangeoire. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans la NASC, eux-mêmes ils ont construit pour les autres partis. Parce que quand l'UPC, tout le monde allait, on disait qu'ils allaient à la mangeoire. Or, c'est pas ça du tout. Non, absolument pas. Absolument pas. La politique, c'est le rapport de force. Si celui qui détient les leviers du pouvoir, qui n'est pas inquiété, estime que la paix sociale vaut plus que tout, il peut, pour des besoins de paix sociale, associer d'autres acteurs au gouvernement. Cela ne veut pas dire qu'il a peur, cela ne veut pas dire qu'il a perdu, cela ne veut pas dire qu'il tient à tout prix à avaler ces partis-là, mais c'est tout simplement la priorité pour la paix. C'est-à-dire que la paix aujourd'hui est très importante pour le calendrier des échéanciers à venir. Et ne serait-ce qu'à cause de la paix, on peut articuler des aspects de dialogue avec les autres partis. Donc, je ne pense pas que le critère d'une négociation soit articulé autour, justement, d'une majorité confortable déjà assise, mais c'est davantage un problème d'élargissement de la trajectoire des forces politiques susceptibles de garantir la paix et d'embrasser les aspects importants pour la gouvernance. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour l'hypothèse selon laquelle on ne peut entrer au gouvernement que dans le cadre d'un gouvernement de salut public. Quand c'est un gouvernement de salut public, comme on l'a vu dans un pays comme l'Italie ou alors Côte d'Ivoire, un peu partout, on fait appel aux experts, on ne fait plus appel aux politiques. Salut public, ça veut dire que
embrasser des questions cruciales pour le développement, pour la gestion de la crise. Politiquement parlant, qui peut nous dire que dans tel parti, il y a des experts qui peuvent nous aider à gérer la crise? Ils ont leur expérience, ils ont fait leur classe où? Jean-Robert. Donc, nous sommes dans le prisme de la politique, nous ne sommes pas encore dans le prisme de l'expertise. On va aller chercher des gens dont on ne connaît pas la fiabilité sur le plan économique, sur le plan financier. Jean-Robert Wafo, tout à l'heure, vous semblez nous dire qu'il y a des conditions préalables pour une éventuelle entrée dans le gouvernement du SDF. Moi, je vous posais cette question. Certaines analyses affirment d'ailleurs qu'une éventuelle entrée au SDF dans le gouvernement serait subordonnée, par exemple, à la réduction du nombre de départements ministériels, mais aussi et surtout l'obtention des ministères régaliens ou souverains. Est-ce que le pouvoir peut, par exemple, concéder cela au SDF? Je dis, d'où prenez-vous cette information? Qui a donné cette information? Selon certaines sources. Non, mais écoutez, Tout qui à l'heure, a on a donné suivi. ces informations? On a fait un communiqué pour démentir cela. Mais comment vous vous entêtez à revenir là-dessus, M. Bouba-Govna? Nous n'avons jamais parlé de ce problème. Ce n'est à l'heure où je vous parle, je vous précise une fois de plus qu'il n'y a pas eu de contact. Mais nous avons tout simplement voulu exprimer notre point de vue. Et par rapport à notre point de vue, nous disons ceci, que nous pouvons éventuellement examiner, envisager une entrée dans un gouvernement de salut public qui, contrairement à ce que le professeur Aboya a dit, est un gouvernement de devoir. Et quand on dit gouvernement de devoir, on peut associer pas seulement les techniciens, pas seulement les experts, mais également les hommes politiques. Encore qu'on sait que dans ce pays, ceux qui nous ont plongés dans la merde, c'est-à-dire qu'en termes de gaspillage et tout, c'est les fonctionnaires, c'est les hauts fonctionnaires. Qu'est-ce qui cloche dans votre et procédure? nous avons dit ceci, que même si c'est le cas, la démarche incombe au pouvoir. La démarche, donc l'initiative de la démarche pour une entrée incombe au pouvoir. Nous l'avons pour vous, vous avez des Nous préalables. avons précisé que nous ne sommes pas mal à l'aise. Nous ne sommes pas mal à l'aise où nous sommes. Le combat, nous savons très bien que ça continue. D'ailleurs, vous avez vu le travail remarquable que nos députés font au niveau de l'Assemblée nationale. Bien évidemment. Bon, voilà. Donc, apporter notre pierre à l'édifice, nous n'excluons pas. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Il faut que ce soit clair et net. Les contacts, il n'y en a pas encore, sauf à vouloir lire dans les oracles. Et je sais très bien qu'il y a des spécialistes de cette chose. Et en plus, je tiens à préciser, pour que ce soit clair, pour rejoindre le professeur Aboya et M. Jean-Baptiste Sipa, de bons sentiments ne font pas de bonne politique. Ok. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais d'ailleurs dire tout simplement que d'abord, le Cameroun n'est pas en crise. Nous avons eu des élections transparentes, acceptées de tout le monde. On a les résultats qu'on a. Il y a une majorité qui est claire, nette. Certains la trouvent obèse d'ailleurs. Parfois, elle est indisciplinée, mais il y a une majorité. Deuxième chose, je m'excuse, mais le professeur Aboya a donné un quitus à Jean-Baptiste Sipa. Il faudrait qu'on change alors les manuels des sciences politiques. Parce qu'un parti politique est un groupe de pression ayant pour objectif la conquête, l'opposition ou le soutien à un pouvoir. C'est ça ce que moi j'ai appris dans le classique. La troisième chose, c'est que si monsieur le ministre de l'Information du shadow cabinet du SDF dit qu'il n'y a pas de sujet à l'ordre du jour sur l'entrée du SDF au gouvernement, changeons de sujet. Mais je voulais simplement lui dire une chose, et j'insiste là-dessus. Lorsque vous êtes un orateur qui parle beaucoup et que le public que vous estimez vous entend ne vous suit pas, ce n'est pas le public qui est ignorant, c'est vous qui êtes un mauvais orateur. C'est vous qui avez créé ce buzz sur la rentrée gênante par vous êtes mademoiselle. Qui a créé ce buzz? Attendez, Où et quand? tu permets Jean-Robert? Est-ce que vous pensez que c'était un ballon d'essai? On lance, on Incroyable. voit Bien sûr. on voit un peu le résultat, Il y a ce que ça plusieurs- va donner, la réaction? Il y a plusieurs milieux ici. Moi, je suis un acteur politique comme Jean-Robert. Moi, nous sommes des militants, des acteurs, n'est-ce pas? Il y a aussi le milieu des analystes, des experts, professeur Aboya. On peut y associer aussi des éditorialistes, Jean-Baptiste Sipa et tout ça. Tout ça, c'est fait de la chimie, que rien n'est au hasard. C'est ce que le professeur Aboya essaie de convaincre le ministre Jean-Robert du fait que ce n'est pas sorti comme ça. Bon, maintenant, si Jean-Robert dit que ce n'est pas d'actualité, mais changeons de sujet, mais je lui dis tout simplement D'accord. On que va sortir. la fréquentation du RDPC n'est pas une maladie honteuse. La preuve, nous voyons souvent en ville.
On nous voit ensemble. Oui, mais, Toi et moi. oui, mais- Et je ne transporte pas le choléra. Mais, Alors, moi, je crois qu'il faut- est-ce que ça veut dire que nous partageons le Non, même non, Non, la mais même chacun est idéologie. libre dans Non, la pas maison du de tout. mon père. Il Quand a nous nous plusieurs- voyons, nous sommes l'émissaire de personne. Je ne suis pas l'émissaire du J'ai RDP, parmi du mes meilleurs SDF. C'est à amis. titre personnel. C'est à titre personnel. Bouba, On j'ai peut parmi- bien avoir des contacts sans Tu permets, pourtant j'ai parmi parler au nom de nos mes partis meilleurs, politiques. parmi mes meilleurs amis, des éminents responsables du SDF, dont l'un ici est un vice-président très connu. Il faut cesser dans les plateaux, sur les plateaux de télévision, de présenter la fréquentation du RDPC comme une fréquentation honteuse. Ça, c'est inacceptable. D'accord, c'est entendu. On peut être des amis, marcher ensemble, ne pas aussi être du même Absolument, parti. il y a des musulmans qui Jean-Baptiste, sont des amis. Moi, je Jean-Baptiste connais. Sipa sur cette question. oui. Avant-dernière, puis la dernière, on sort avec le professeur Je Aboya. voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que quand moi je suis le débat sur cette affaire, y compris sur notre plateau, j'ai comme l'impression que l'objectif du débat, c'est de faire avouer au SDF qu'ils ont demandé à entrer dans le gouvernement. Incroyable. Bon, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Oui, mais c'est votre analyse. mais si C'est c'est- votre analyse, mais s'il si vous plaît. c'était le cas, Laissez Jean-Baptiste si- aller au bout de sa logique. si je vous en c'était prie. si c'était le cas, ce serait d'abord ce serait un mauvais procès. Ça n'a jamais été le cas. Et puis, bon, je ne vois pas pourquoi, si vous dites que l'objectif d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir, c'est je le ne manuel vois, d'urgence je ne politique, vois pas ouais. pourquoi le SDF ne chercherait pas à prendre le pouvoir là où il se trouve. Démocratiquement, Bon, oui. ok, mais la deuxième chose, c'est pour répondre à mon ami comme que j'ai la chance de ne pas être formaté. Donc, ce que j'apprends à l'école, ensuite je réfléchis, je compare à ce que je vis. Là, je respecte Et je ton peux- point de vue. hein. Bon, mais je dis fondamentalement. Oui, parce que quand on me dit Vous que... adaptez tout un en pouvoir- fonction quand des vous- situa- quand en vous fonction des définissez situations. un parti en disant que un parti politique est un groupe qui est conçu pour conquérir le pouvoir, ça veut dire déjà fondamentalement que vous ne savez pas où est le pouvoir. Parce que cette conquête, oui, parce que cette conquête-là, vous ne nous dites pas si elle est militaire ou si elle Non, est, elle est politique, démocratique. elle est Oui, électorale. Elle est si- électorale. D'accord. Et si alors, vous croyez que vous avez du pouvoir parce que vous écrivez ce que j'ai vous avez com- envie d'écrire, vous n'avez aucun pouvoir. j'ai compris, j'admire votre manière de personnaliser le débat, mais Ok. je ne suis pas là-bas. D'accord. Je dis vous, la Maintenant, profession. pour chuter sur Oui, la question. je veux donc dire que si la conquête du pouvoir doit être électorale, ça veut dire que forcément, elle passe par le peuple. Donc, un parti politique ne peut pas faire comme si le peuple n'existe pas. ça, c'est Et un parti politique doit commencer par exposer sa vision, par faire une offre politique qui permet C'est ce au que nous peuple faisons, de le monsieur Sipa. suivre Monsieur Sipa, et de c'est ce lui que nous donner le faisons. D'accord, Nous avons un c'est programme. entendu, Monsieur Sipa. Et on reste toujours dans les supputations avec vous, professeur Aboya Manassé, sur la question d'entrer ou non au sein du gouvernement du SDF. Et peut-être pour dire un mot sur le tiers-man Ni John Fondi, après sa défaite au sénatorial, serait-il prêt, par exemple, à accepter une nomination de Paul Biya comme ministre au ministère ou comme ministre, ou alors président du Conseil économique et social, comme certains journaux l'allèguent? Déjà, je veux rassurer Hervé Emmanuel que je n'ai donné de quitus à personne. Monsieur Sipa est responsable De ses propos. des propos aussi à marge de la science politique qui puisse être. Parce que contester, La science politique est une œuvre contester collective. le rôle d'un parti qui est de conquérir, d'exercer et de conserver le pouvoir, bon, ça n'engage que l'éditorialiste qu'il est. Donc je n'ai pas à lui donner un quitus par rapport à cette posture. Donc il est assez grand pour se suicider lui-même devant l'opinion publique. Donc je ne lui ai donné aucun quitus. Et, Heureusement d'ailleurs. Voilà. Par contre, pour revenir À la question. je pense que le chairman Ni John Fondi, sur le plan protocolaire, est un leader du parti politique, voilà, qui ne peut pas se laisser aller à des strapontins qui le mettraient à la suite du Premier ministre, parce que le Premier ministre est le premier des ministres, donc il baisserait le rang protocolaire de son parti. Il est un leader de parti politique. Il peut tout au plus se contenter d'un poste institutionnel si jamais ça lui était proposé. Mais je crois que nous ne faisons aucun procès au SDF. Des contacts ont été noués
des C'est discussions. normal. Des discussions. Je Non, vois pas c'est vous pourquoi qui avez ça parlé fait de procès qu'on fait au SDF. S'il vous plaît. Les points d'achoppement ont été articulés, je pèse mes mots, sur le fait que le SDF a exigé des portefeuilles importants, n'étant pas capable d'avoir des portefeuilles de souveraineté. Le SDF exige ne pas être capable d'entrer au gouvernement pour n'importe quel portefeuille ministériel. Et là, justement, les uns et les autres ne sont pas d'accord. À juste titre, ce qui est normal, cela ne veut pas dire qu'on fait un procès au SDF, que le SDF veut dire entrer au gouvernement. Mais c'est une manière de dire tout simplement qu'il y a des contacts qui existent et ces contacts-là ne peuvent pas être officialisés parce que c'est dans des aspects invisibles de la politique. Dire ça n'est pas insulter le SDF, encore plus insulter le gouvernement. Mais les journalistes sont quand même des gens sensés qui ne peuvent pas venir écrire des choses comme ça dans les journaux. Alors, et puis, le SDF ne doit pas nous prendre quand même pour des naïfs qui côtoyons les sources documentées et les sources autorisées des deux côtés qui affirment des choses. Okay. Jean-Robert maintenant. Non, mais écoutez, le professeur Aboya, c'est un enseignant de qualité. Mais pour une fois, sur ce plateau, il est en train de dire une connerie qui est tellement proche du ridicule qu'on n'arrive pas à les séparer. Je dis, comment peut-il donc faire croire aux gens qu'il y a des contacts entre le SDF et le RDPC? Je dis une fois de plus, et il vient de faire comprendre indirectement que c'est manifestement lui qui a alimenté la presse. Ben oui. C'est votre... non, manifestement parce qu'il le dit avec c'est votre point de vue. Non, c'est pas ce qu'il a... Je pense que... Nous sommes en politique. Nous connaissons tous M. Professeur, qui est un excellent ami à moi. Nous connaissons tous. Nous savons comment les gens manœuvrent. Rien n'exclut que ce qui a été distillé dans la presse n'ait été un ballon d'essai balancé plutôt du côté d'en face. On sait très bien comment les gens manœuvrent là-bas. Il y a toute une... Mais de votre côté, il y a que du parti de M. Hervé Com. Et quand M. Hervé Com en même temps prétend que nous ne sommes pas en crise, c'est faux. Ça veut dire que vous allez à l'encontre de ce que le président de la République. Nous sommes en crise. Le président de la République l'a reconnu. Vous allez abandonner dans son problème et vous revenez à Douala. Je dis, le président de la République, là, au moins, il peut avoir des crises structurelles. Mais je suis désolé. Et le président de la République l'a reconnu au moins, pour la première fois le 31 décembre. Non. Au moins, laissez-moi finir de parler. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. De cette émission. Allez-y, s'il vous plaît. Au moins pour la première fois depuis le 31 décembre. J'ai dit au moins pour une fois, le président de la République a fait le bon diagnostic. Le 31 décembre, quand je suivais ce discours, si j'avais été éloigné, n'est-ce pas, du poste récepteur, je vois que c'est le chairman Ni John Foudi qui parlait. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris acte de ce que le 31 décembre, le président de la République a pris la carte du SDF. Parce qu'il nous a rejoint dans notre diagnostic. Ok, et bon, d'accord. Allez-y. Très rapidement, après on sort de ce débat. Rapidement, la manière la plus amicale. Je l'ai dit la plus amicale et à Jean-Robert et à leurs amis. Ceux qui n'approchent pas le président peuvent dire n'importe quoi. Il y a un de nos amis communs d'ailleurs qui m'a dit, tiens, on dirait que le président est devenu chef de l'opposition. Ben, écoutez, vous connaissez mal la personne de Paul Biya. C'est une analyse qu'il fait, qu'il tient, et les spécialistes qui étudient ces choses-là savent que c'est l'analyse du chef de l'État, ce n'est pas un chef de gouvernement. Et quand le président vous dit, voilà comment, en conclusion, mes réflexions, l'analyse, voilà la situation, il faudrait qu'on cesse et qu'on sorte de là. C'est après 30 ans qu'il le fait. Vous n'avez pas le monopole. Moi, je te dis un truc. Quand la Sonel fait un délestage, elle ne demande pas qu'on mette le pavillon RDPC au-dessus de certaines maisons. Je ne suis pas en train de dire. Je suis pas en train de... Non, s'il te plaît, je refuse. Vous le savez. Je ne suis pas en train de condamner. Jean-Robert, je le laisse rapidement. Puisque tu approuves le discours du chef de l'État, il a fait le bon diagnostic. Je t'en prie. Puisque tu as fait... que vous avez échoué. Puisque tu peux te calmer, s'il te plaît. Puisque tu as suivi le discours du chef de l'État et que tu trouves que c'est un bon discours, ben viens avec nous pour soutenir la phase qui s'ouvre maintenant. Non, il est venu ce discours. Voilà.
commencer. Non, moi, Il est plutôt venu vers nous, le président de la S'il vous plaît, République. Jean-Robert, Écoutez, Hervé Emmanuel Com. Je crois Il nous que... a Sur cette rejoint. question, je crois, Monsieur on vous a Wafo, compris. On vous a... Monsieur Wafo, je croyais que vos Ne responsabilités allaient vous rendre justifiez un pas peu les calme. justifiables. D'accord. Ne Non, défendez pas des monsieur, je ne suis défendables, pas ici c'est devant un clair. Ok. Monsieur Le président de la République, D'accord, dans on sort par là. la posture républicaine, Monsieur Wafo, nous a Monsieur rejoint Wafo, dans notre diagnostic. Monsieur Wafo, D'accord, c'est entendu. vous n'êtes pas en capacité d'implémenter l'action publique. Vous pouvez y participer si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est votre responsabilité. Mais le président de la République qui a un mandat pour conduire une politique qui a été approuvée par les Camerounais, c'est Paul Biya. Point barre. Ok, c'est entendu. On sort, on va sortir. Et vous, On sort de ce sujet-là. On sort de ce sujet, Jean-Robert Wafo, avec son ami Hervé Emmanuel Com. Avec vous maintenant sur cette question pour finir. Est-ce que, par exemple, une éventuelle alliance dans le gouvernement entre le RDPC et le SDF ne va pas accentuer, on va dire comme ça, la désaffection des citoyens camerounais vis-à-vis de la chose politique? Au stade actuel de l'éducation politique des Camerounais, certainement que ça aura un impact. Ça aura un impact, ça va aggraver la désaffection du peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais ne sait pas, tous les partis qui sont là, qui bavardent ici, y compris le RDPC, personne n'a jamais expliqué au peuple camerounais ce que c'est qu'un parti politique, ce que c'est qu'une alliance objective, ce que... Oh, si vous écrivez dans un journal... Vous écrivez dans un journal, vous lisez même pas ce que Attendez, vous monsieur... Quand vous le prenez pour des imbéciles et vous êtes la lumière du monde. Monsieur Hervé, Emmanuel j'ai c'est la entendu, parole. Non, mais c'est insultant. Monopoliser quand même l'État, aller. ne monopolisez Voilà. pas Sa nature la revient. liberté d'expression que vous nous avez concédée. Voilà. D'accord, ok. Bon, donc je disais donc que vous n'avez jamais expliqué dans un meeting, dans un discours public, dans un cours, dans une classe, au peuple camerounais. C'est pas la Qu'est-ce question. qu'on a... Si, si. C'est pas la Bien question sûr, que moi je vous ai posée. Si, Ne lui répondez pas, c'est pas lui le présentateur. Oui, mais alors je Jean-Baptiste, pose viens ça dans le rapport meeting. avec Je la pose. question parce Oui. que vous posez la question d'une alliance. Oui. Une alliance objective, c'est quoi en politique? Une alliance objective, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand deux partis politiques, deux entités d'idéologies différentes, de visions différentes, décident de se mettre ensemble pour résoudre un problème connu, posé, qu'un seul ne peut pas résoudre seul. Ok? La question que vous posez correspond donc à une alliance. D'abord, cette alliance-là, aujourd'hui, elle serait fondée sur quoi? Là, maintenant. Parce que si nous étions en République centrafricaine, vous avez vu la situation là-bas. Bon, ou à, je ne sais pas, au Sud-Soudan, il y a eu une situation et ça nécessite qu'à un moment donné, le parti qui est au pouvoir et le principal parti ou les partis d'opposition s'asseyent autour d'une table dans une alliance objective. Et généralement, l'alliance objective, c'est pour aller contre une force tiers qui peut empêcher la solution du problème. Voilà. Je voudrais que vous me disiez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait une alliance objective entre le RDPC et le SDF? Sur la base de quoi? Voilà. Parce que s'il s'agit pour le RDPC de demander au SDF d'entrer, je trouverais que c'est anormal. Et s'il s'agit pour le SDF d'aller commander le pouvoir à M. Biya, la démarche incombe au RDPC. Normal. Ok, merci cher monsieur pour Et je vais cette... chuter, monsieur, donc vous allez comprendre pourquoi je vais chuter, c'est très important. Que les gens ne fassent pas comme si le Cameroun est en paix parce que, donc du fait de nos gouvernants. Non. C'est l'opposition camerounaise qui est constituée d'hommes responsables qui a empêché que le Cameroun, par exemple, ne connaisse bien avant la Centrafrique le sort que ce pays a connu. Ok, Ça, c'est parce que toutes les conditions, voilà, merci. toutes les conditions étaient réunies. Ok, c'est entendu. Merci Jean-Robert. Merci Jean-Robert. L'opposition dans une position vraiment en 30 secondes, très rapidement. a dit, ok, En 30 secondes. nous voulons pas avoir d'élection. 30 secondes, 30 secondes. Non, en 30 secondes, je voudrais que M. Sipa connaisse au moins une période où il va respecter au moins ses électeurs, ses lecteurs. Parce qu'il se met en position d'honneur de leçon. Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres partis, mais je l'invite, grand frère, viens dans une réunion du parti dans ma sous-section. Mais je n'ai pas besoin, c'est le peuple qui je en vous a en prie. Monsieur Sipa, vous n'avez aucun mandat du peuple camerounais pour parler à son nom. Vous parlez au nom de vos opinions personnelles et vous devez être humble pour le dire. Quand je vous dis qu'au RDPC, avez épuisé votre on ne dit pas... secondes. Non, je chute. Quand vous dites qu'au RDPC,
on n'apprend pas aux militants, ceci, cela. Je crois que vous devez faire œuvre de beaucoup d'humilité et de faire attention à vos déclarations qui n'engagent que... Merci. On termine sur cette question par rapport au gouvernement. Jean-Robert Wafo, s'il vous plaît, un peu de discipline sur ce plateau, je vous en prie. Il est difficile pour nous d'éduquer les masses parce que chaque fois que nous avons un meeting, nous, on n'a pas ce chaque fois que nous projetons un meeting, vous et vos sous-préfets, n'est-ce pas, vous intégrez n'importe quoi. Systématiquement. D'accord. Voilà. Ok, merci gouvernement. Le SDF prêt au cas où. Nous avons suivi les réactions des uns et des autres sur cette question. On va prendre une autre pause. C'est le reportage de la semaine. L'eau qui fait problème du côté de la cité capitale à Yaoundé. On avait annoncé le retour de l'eau la semaine dernière. Jusqu'ici, les robinets sont à sec. Reportage de la semaine qui porte la griffe de Arnaud Ngefak. Le calvaire du matin de Yaoundé, tous à la recherche de l'eau. Quartier Coleton, avoir de l'eau résulte d'un exercice de muscles. C'est comme ça un peu partout dans la capitale Yaoundé, chaque jour, depuis presque un mois. Les robinets sont au régime sec. L'eau promise de la Mofou se compare au fur et à mesure que le temps passe à la venue de Jésus. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. L'attente dure et on s'en lasse déjà. Ça fait depuis un mois qu'on nous a dit que l'eau de la Mofou devait arriver à Yaoundé, donc il ne devait plus avoir problème. Nous, on s'est apprêté, on savait que bon, les problèmes sont finis. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 semaines. C'est ça que nous on utilise. Voilà le nouveau-né qu'on a là. On est obligé de le laver avec. Madame est obligée de bouillir ça, prendre tout le temps. Sinon, il faut aller à 3 km à une source là-bas en haut pour chercher de l'eau pour boire ou bien pour laver les enfants. La contrainte à la survie amène les populations à la consommation d'eau de pluie, de forage ou de marigot. C'est désolant et ça fâche assurément. Franchement, nous on souffre trop au Cameroun. Il est inadmissible dans un pays que on fait une semaine parfois sans eau. On est obligé de venir d'épuiser l'eau dans les rigoles comme ça. Là. Donc nous on va vivre où? C'est notre pays pour nous tous. Qu'est-ce que tu es là, tu peux te débrouiller, tu n'arrives pas à te débrouiller parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'eau. Donc le Cameroun, c'est trop. C'est trop. Tous les gens du quartier, même ceux qui ne sont pas dans le quartier, parce qu'actuellement, quand je sors, je constate certaines personnes qui viennent avec des véhicules, avec des bidons remplis pour pouvoir amener dans leur quartier. L'option des toilettes est désormais externe pour tout ou bon nombre. Le dispositif à l'intérieur comme à l'extérieur prend un récipient de plus et bien de trop. Dans les chantiers de construction, obligés d'adapter les travaux et de les planifier en fonction du contexte pour perdre un peu moins. Il n'y a pas d'eau pour le béton. Paradoxe visible non loin de la Camerounaise des eaux. L'eau justement que l'on cherche lave les rues et les dégrade même. La phrase échappatoire captée de la bouche d'un agent, on nettoie les tuyaux. Les responsables se montrent plus que frileux à l'annonce d'une éventuelle interview désirée. Je suis en réunion, répond le régional de la Camerounaise des eaux. Celui de la Camwater n'accorde pas d'audience aux journalistes ces jours, peut-être parce qu'ils ne savent plus quoi dire. Après la non-tenue de la promesse de retour d'eau au robinet attendu mardi dernier. Pas effectif jusqu'à ce jour. Et le grand témoin, c'est cet enfant naïf qui brosse ses dents encore sans eau. Voilà, très grand reportage. Dixit Jean-Baptiste Sipa. Oui. Venant d'un éditorialiste, Arnaud Ngefak, je crois que vous devrez être content. C'est un très grand reportage et une très bonne analyse qui n'est pas méchant, mais qui dit les vérités,
qui n'insulte personne, mais qui touche la vérité. Le professeur Aboya Et je suis heureux que les politiciens qui sont à côté de nous aient suivi ça avec beaucoup d'attention. Parce que là, il y a une question de réflexion. Tout à l'heure, on parlait d'alliance objective, on parlait de gouvernement, d'union nationale, je ne sais pas quoi. Voilà un sujet sur lequel un gouvernement peut convoquer l'opposition pour réfléchir ensemble. Parce que manifestement, les problèmes d'énergie électrique et d'eau ont dépassé le gouvernement. Ok, d'accord, ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour. Non, mais je vais quand même m'exprimer là-dessus. Une réaction. Non, je vais quand même m'exprimer là-dessus. Si vous voulez vous exprimer, c'est une situation extrêmement grave. En 30 secondes. C'est une situation grave. Ce qu'on vient de voir là, c'est révélateur du constat d'échec qui a été décliné dans le discours du président de la République le 31 décembre dernier. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on attend pour mettre par exemple, c'est-à-dire que pour envoyer, il faut que la Chambre des comptes se mobilise, que le Conseil supérieur de l'État se mobilise dans les différents ministères et dans les organismes en charge de l'eau. D'accord, c'est entendu. C'est un gros scandale. C'est entendu. On prend le deuxième sujet très rapidement avec vous. On commence par vous parce qu'il concerne votre parti. Non, mais je pourrais dire quelque chose. Lorsqu'il y a une pénurie d'eau, ça touche tous les Camerounais, quel que soit leur parti politique, leur religion. Oui, et je crois que là, c'est un très bon sujet qui nous démontre beaucoup de chemin qu'on a à faire et que chaque Camerounais prenne ses responsabilités. Là où je peux être d'accord avec Jean-Robert, c'est qu'il faut que ce genre d'analyse et de constat prête à conséquence. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens qui nous disent le 24 février, vous avez de l'eau, et quelques temps après, on voit ce genre de spectacle. Le Cameroun a les moyens de faire face à cette situation. Il faut qu'on mette les hommes compétents là où il faut. Parlant des remaniements maintenant, si vous le permettez, dans votre parti, le Rassemblement démocratique du peuple, il y a un remaniement au RDPC, après donc les sénatoriales, les législatives, municipales remportées, on va le dire largement, par votre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'on peut valablement s'attendre à des changements au sein du RDPC, on va dire peut-être au sein du secrétariat général? Ben, il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter parce que je pense qu'une organisation qui ne s'adapte pas à la réalité est une organisation qui peut être très vite atteinte par un phénomène de vieillissement et d'inactivité. Et puis, vous voyez, quand le président désigne par exemple une commission de discipline, eh bien, c'est récupéré par certains qui ne souhaitent surtout pas qu'elle fasse son boulot et d'autres qui détournent l'attention des gens pour créer un faux sujet. Par exemple, il faut définir, et j'ai besoin par exemple de l'assistance du professeur Aboya, ce que c'est que l'indiscipline dans un parti politique. À mon avis, l'indiscipline, ce ne sont pas ceux qui dénoncent les détournements de pouvoir, les confiscations de pouvoir, les violations des circulaires du président national. C'est plutôt ceux qui sont responsables de cette situation. Si vous prenez un indiscipliné, c'est lui qui va mettre sa femme, son neveu, sa belle-mère, la belle-mère de son fils sur les listes du parti, mais pas celui qui dénonce cette situation. Donc je crois que si nous prenons cette photographie, oui, le secrétariat général a besoin d'un renouvellement, d'une adaptation à la réalité. Je vous donne un exemple. Nous fonctionnons encore avec des secrétariats qui ne recoupent aucune réalité. Si vous entrez au secrétariat général du RDPC, vous allez encore revoir des secrétaires aux affaires sociales, ceux qui ne produisent rien du tout, alors qu'il y a des nouveaux secteurs de la vie auxquels nous devons nous intéresser, l'environnement, l'écologie, l'économie du 21e siècle. Et le RDPC lui-même doit cesser d'être une simple machine électorale qui fonctionne seulement aux élections. Il faut qu'elle soit, par exemple, à l'exemple de son secrétariat à la communication, qui pour moi marche à peu près bien, qu'elle soit productive, que le rassemblement ait des hommes et des femmes, il en a à son sein, capables d'être des producteurs d'initiatives, d'idées pour accompagner la politique du gouvernement et en même temps la soutenir. Donc le problème qu'il y a là maintenant, c'est que vous allez vous retrouver avec une commission, par exemple, la commission Mafani, par exemple. Vous voyez la liste des membres que le secrétaire général met dans cette commission. Ils sont tous des collaborateurs là sur place et qui ne sont pas dans le pays profond pour amener un peu cette sensibilité du pays profond. Je souhaite par exemple que dans la commission, on prenne un militant responsable qui viennent par exemple de Ngambé ou de Yabassi ou de ces régions lointaines qui va leur donner la sensibilité de la base. Donc, quand vous parlez remaniement au sein du secrétariat général, vu dans le renouvellement des hommes et des femmes,
il faut le souhaiter. Parce que moi, je ne rentre pas dans les problèmes personnels où on parle d'une marchandisation des investitures. Bon, on attend les preuves. Hein. Mais vraiment, il y a une ambiance qui fait qu'on a besoin de nouveaux visages, des gens compétents, travailleurs et ayant un militantisme approuvé. Donc là, sur ce point, je dis, si je n'approuve pas parfois l'expression, parfois insolente et parfois brutale d'un Ateba aîné et tout, mais il parle des choses qui existent et auxquelles on doit faire face. Alors, parlant d'indiscipline, professeur Aboya Manassé, donc on estime que les membres de l'administration du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, sont des principaux instigateurs de désordre. Et ces désordres ont eu lieu pendant les investitures aux dernières élections. Est-ce qu'on peut, par exemple, sanctionner, on peut être sanctionné par la commission de discipline qui est à pied d'œuvre? Oui, la commission de discipline est censée statuer sur les cas, les aspects qui auraient été contraires aux objectifs du parti, aux objectifs défendus dans la ligne de fonctionnement du parti. Mais je pense qu'il y a quand même une illisibilité de l'action du secrétariat général qui est passé d'un slogan de la nouvelle dynamique à un moment donné à quasiment un slogan qui pourrait cadrer avec les nouvelles pesanteurs. C'est exactement l'image que cela pourrait refléter, parce que là, l'action est complètement brouillée. Il y a une cacophonie au niveau du choix des membres dans toutes les commissions. Hein. Donc, je crois qu'on dirait que ce parti a été rattrapé par les vieilles pratiques qui étaient à un moment donné rangées aux oubliettes. Et aujourd'hui, vraiment, ce parti-là a besoin de revoir sa configuration. De manière concrète, quel bilan vous faites, par exemple, de l'action de Jean Coueté au secrétariat général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? D'aucuns pensent que son règne a été celui de la navigation à vue. Est-ce que c'est votre avis? Navigation à vue, je ne peux pas le confirmer, mais toujours est-il que son action est brouillée par des actions clientélistes à répétition. Tout tient au clientélisme. Ou alors le clientélisme a repris le pas dans la gestion du secrétariat général du RDPC. À partir du moment où il y a le clientélisme, ça veut dire que la traçabilité est à rechercher, ça veut dire que l'efficacité est absente, ça veut dire que la vision prospective est inexistante. Conséquence, je crois que l'action n'est pas accréditée d'un bon score. Je n'ai pas la capacité de donner un score correspondant, mais à mon avis, il n'est pas très loin d'une sous-moyenne un peu catastrophique. Jean-Baptiste Sipa, lorsqu'on met le clientélisme à l'avant, est-ce que cela ne met pas en danger le parti? Non, excuse-moi, je te demande pardon, mais moi je voudrais surtout répondre à la première question, parce que c'est elle qui est fondamentale. La première question, vous avez parlé de remaniement dans le RDPC. Le RDPC. Voilà, et c'est une question équivoque, parce que ça laisse penser que comme il y a remaniement ministériel en vue, il faut qu'il y ait remaniement dans le parti. Ça laisse croire qu'effectivement, comme c'est dit dans l'opinion publique, le RDPC est un État-parti. Donc s'il y a un remaniement ministériel d'un gouvernement, il y en aura un parti. Et c'est ce que le président de la République lui-même a laissé croire la dernière fois quand il a remanié son gouvernement et a rattaché immédiatement derrière la nomination du secrétaire général du parti. Clair. Ça, c'est une chose. La seconde chose que je voudrais dire, c'est qu'un remaniement de l'organe dirigeant d'un parti ne se traite pas dans l'opinion publique. Ça se traite dans le cadre des militants de ce parti. Et il doit y avoir dans les statuts des règles, des normes pour remanier l'instance dirigeante du parti. Et ça se fait généralement dans une instance qu'on appelle congrès ou assemblée générale ou conférence nationale. Bon, bref, ce n'est pas à l'occasion d'un remaniement du gouvernement que ça se passe. Donc, est-ce que les militants du parti
puisqu'ils disent qu'ils sont démocratiques, est-ce qu'ils ont posé un problème de remaniement de leur instance dirigeante? Voilà la question. Est-ce que le problème de remaniement se pose au sein du RDPC? Non, mais monsieur, comme vient de faire un diagnostic qui s'apparente, puisque c'est son parti politique à l'oraison funèbre, n'est-ce pas, de l'actuel secrétaire général du RDPC. Hervé ne répondait pas. Mais ce qui semble ignorer, c'est quoi? C'est que quel que soit celui qu'on mettra là-bas, c'est pas mon parti politique, c'est vrai, quel que soit celui qu'on mettra là-bas, il aura de la peine à vraiment travailler. Pourquoi? Parce que d'abord, depuis que M. Hervé a été nommé membre du comité central, est-ce que ce comité central s'est déjà réuni une seule fois, à ma connaissance? En quoi ça te concerne? Non, je pose une question simple. C'est une analyse. Calmez-vous. Je ne parle pas de réunion. Allez-y, allez-y. Et quand tout à l'heure, on parlait du SDF. Non, ça c'est clair, il faut qu'il se calme. Le comité central, c'est-à-dire que votre comité central ne s'est jamais réuni. Bon, c'est faux. Hein? Je dis bien jamais. Mais c'est faux. Donnez-moi une date. Mais j'ai été au moins à 6 réunions du comité central, monsieur. Vous n'êtes pas dans notre parti. Et vous transparence. Mais écoutez, monsieur Sipa, le commentaire est libre. Vous gérez le ministère du Congo, ça, du commentaire. Laissez les acteurs vous parler de ça. Moi, je suis membre, vice-président d'une commission permanente sur la communication du parti. Vous n'avez pris pas à 6 réunions. C'est entendu. C'est entendu. Il rectifie qu'il n'a pris pas à 6 réunions au moins. Allez-y, c'est ce qu'il dit. Mais c'est étonnant qu'il n'ait pris pas à une réunion. Allez-y. C'est demander l'autorisation de M. Wafo. Laissez Jean-Robert aller au bout de ça. Non, mais c'est la mauvaise foi. Non, il finit, après vous allez prendre la parole. Jean-Robert, vous avez la parole. Ce serait surprenant qu'il y ait déjà eu une réunion du comité central, parce que quand on sait qu'à une petite réunion d'un comité de base, vous appelez les micros, les non, on a 6 réunions. Vous n'avez jamais fait 6 réunions. D'accord, ça c'est clair. Deuxième chose, est-ce qu'il est également facile que vous fassiez une réunion quand on sait très bien que votre président national est en même temps président de la République? Est-ce qu'il peut disposer du temps? Non, c'est une réalité. Puisque c'est votre président national qui donne le timing. Est-ce compte tenu, n'est-ce pas, de son vaste programme, puisqu'il est à la tête de l'État, est-ce qu'il peut avoir logiquement du temps pour effectivement convoquer de façon régulière la réunion du comité central? Parce que nous, par exemple, au SDF, en l'espace de 2 mois, nous avons fait 2 comités exécutifs nationaux. Bon, voilà. Et effectivement, vous dites, nous n'avons que ça à faire, ce qui est d'ailleurs faux, mais ça veut tout simplement confirmer que vous avez autre chose à faire. Vous allez répondre à la question. Et cette autre chose, c'est votre président national qui est en même temps président de la République. Et de 3, c'est quand même surprenant que M. Hervé... De 3 pour terminer. Oui, pour terminer, que M. Hervé dénonce les pratiques pas du tout bonnes qu'il y a au niveau du secrétaire général du RDPC. Parce que quand on regarde le score qu'on a eu avant, le secrétaire général actuel, dit aux législatives et aux municipales, le score qu'on a eu à l'époque du secrétaire général actuel, vous avez conservé pratiquement le même score, ce qui suppose quoi? Donc, ce qui suppose que les élections étaient évidemment fraudées. D'accord. Hervé Emmanuel Combe. Je crois que le problème, c'est que si on vient dans une grande émission comme celle-ci, c'est de mettre au moins la bonne foi au service de la compréhension des téléspectateurs. Nous sommes un grand parti national et le parti au pouvoir. D'accord? Nous avons les inconvénients. Le professeur Aboya vient de faire une analyse objective des situations que nous vivons à l'intérieur. Et je n'ai pas à venir ici en tant que membre titulaire du comité central pour exposer nos problèmes internes. Il y a des endroits pour cela. Mais je dis photographiquement, nous avons certains problèmes d'adaptation à l'évolution. Et nous avons une organisation qui est nationale. Et nous n'avons pas besoin de faire des grandes réunions tous les week-ends, comme des gens qui sortent des boîtes de nuit pour se rendre dans une ferme. Nous avons une organisation qui fait que nous avons des structures, des secrétariats à la communication, des sous-sections, des comités de base, et toutes ces structures-là marchent, je vous assure. Mais notre problème que nous avons, monsieur Sipa, s'il vous plaît, de toute manière, on ne sera jamais éligible à votre estime, et je le demande même pas. D'accord. Moi, je voulais vous garder la parole parce que je voulais vous relancer sur la préoccupation de Sipa tout à l'heure, qui parle de l'administration du RDPC. Il estime d'ailleurs que le président de la République doit séparer les affaires de l'État et de celles du parti, surtout pour lui, peut-être en nommant des personnalités différentes au secrétariat général de votre parti. D'abord, je tiens à dire qu'il n'y a pas le mélange de genre ici dans ce pays, entre l'État et le parti. C'est un problème qu'on a réglé juridiquement et vous n'avez jamais vu une manifestation de l'État venir être braconnée
par les membres du parti qui n'ont pas de responsabilité publique. Ce n'est pas possible. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ce que je voulais lui dire aussi, c'est que le management du RDPC, là où je pense qu'il faut renouveler à la fois dans les structures et les hommes. Si vous avez un camarade qui est décrié depuis longtemps, et moi, je n'aime pas entrer dans les problèmes de personnes, et qui se trouve que, prouvé ou pas, il devient un problème politique, il faut donner la chance à d'autres camarades d'occuper des responsabilités pour qu'ils soient visibles. D'autre part, je vous assure une chose, il y a des endroits où, par exemple, nous avons des scores, il y a eu des problèmes. Bon, on va pas, moi, je ne suis pas réputé parler la langue de bois. Quand vous prenez une circonscription où le parti est battu tout simplement parce que quelqu'un, un secrétaire d'État ou un ministre a pesé de tout son poids pour envoyer sa femme être candidate, ce n'est pas le parti qui est battu, ce sont les manières et les méthodes. Et ce sont les hommes qui pratiquent ces manières, ces méthodes, qui commettent de l'indiscipline. C'est eux qui doivent être sanctionnés. Et c'est eux qui doivent être sanctionnés. Et non ceux qui les dénoncent. Parce que quand vous prenez une liste électorale dans une municipalité, mais la théorie des conflits d'intérêts qu'on devrait enseigner à tous les gens de ce pays, c'est qu'on ne se retrouve pas avec, par exemple, tête de liste, quelqu'un avec ses 4 enfants, ses 2 demi-sœurs, ses cousins, les maris de ses nièces. Alors c'est là ce qui ne passe pas. Parce que si le label RDPC a encore la bonne santé devant elle, parce que le président Biya inspire la confiance des Camerounais, il y a des individus qui deviennent des repoussoirs parce qu'ils ont des comportements contraires à l'intérêt général, même à l'objectif du parti. Donc, nous le disons, nous avons l'honnêteté de l'exposer et nous souhaitons que ça soit renouvelé et résolu. Donc vous savez, le 4-2, on ne peut pas parler à SDF. Les sanctions sont rendues publiques. D'accord, c'est entendu. Façon, il a dit, ensuite on va terminer avec le professeur Abou. Il a dit de très bonnes choses, mais il n'a pas répondu pour à une la fois question posée. Oui, mais à partir il a dit des bonnes choses. L'autocritique est toujours une bonne chose. Jean-Baptiste, c'était quoi la question? La question, c'est par rapport à la séparation. Elle existe. Elle n'existe pas. Oh. Elle n'existe pas. Ça fait 30 ans que tu écris cela. Oui, et mais si les Camerounais n'ont pas ton point alors de vue, si j'écris, ça veut dire de deux choses l'une. De deux choses l'une. Ou je sais ce que j'écris ou je suis aveugle. Non, ou toi alors tu es un mauvais rédacteur de mauvaise foi parce que tu écris ce qui est inexact. Je ne suis pas au Cameroun, il n'y a pas de mélange entre le RDPC et l'État. Ok, d'accord. Je ne suis pas de plus mauvaise foi. Qui est le président national du RDPC? D'accord. Laisse que je réponde à mon ami. D'accord, répondez à 30 secondes rapidement. Allez-y, s'il vous plaît, répondez, allez-y. Je voudrais te dire que je ne suis pas de plus mauvaise foi que les ministres, les préfets, les sous-préfets qui appartiennent à l'administration camerounaise et qui peuvent déserter leur bureau il faut que ça cesse. On est d'accord. Et qui peuvent déserter leur bureau pendant 15 jours pour aller faire la campagne électorale d'un parti qui se dit proche du pouvoir. Ok, d'accord, c'est entendu. D'accord, au moins ça, avec monsieur, comme je suis d'accord, vous n'avez pas besoin de ça, parce qu'on continue à avoir des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets qui vont dans les meetings du RDPC. Je suis d'accord avec vous, pour eux. Pour une fois, ok. Une fois n'est pas. Une fois n'est pas coutume. C'est vrai que vous n'avez pas toujours été. Vous n'avez pas toujours. Voilà, vous n'avez pas toujours été d'accord sur certains points sur ce plateau. Une fois n'est pas coutume. Alors pour ça, on va sortir par cette question, la thématique. On parle de vent de remaniement au sein du RDPC. Jusqu'où peut aller le président Paul Biya? On se pose par exemple la question, est-ce que le président peut garder un ressortissant de l'Ouest à la tête du secrétariat général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout en conservant un autre à la tête du Sénat? Je pense qu'il faut séparer les deux types d'institutions. L'une des institutions, c'est le parti, et l'autre, c'est l'État. C'est une institution républicaine. Oui. Or, je crois que c'est à la suite de ce débat que nous venions de tenir entre la séparation entre le parti et l'État, qui ne doit pas entretenir un mélange de genres. Je pense que dans la répartition des postes, l'origine géographique ne peut pas être déterminante pour diriger le parti ou alors pour diriger le Sénat. Je crois qu'avant M. Jean Kouété, il y avait René Emmanuel Sadi qui venait du centre, d'un département minoritaire. Avant lui, il y avait
Lumba, qui était de l'Est. Je crois que c'est des postes de confiance parce que le secrétariat est un organe exécutif du parti qui assure la permanence des activités. Donc, cela nécessite justement une personnalité qui peut avoir le dynamisme nécessaire pour ajuster les activités ou le déploiement de son parti par rapport au temps, par rapport à la concurrence politique. Et c'est pour cela que Hervé a fait bien d'évoquer justement la léthargie qui pourrait traverser le parti au cas où une dynamique n'était pas impulsée de l'intérieur pour affronter les batailles environnantes. Donc je crois que les deux institutions n'ont pas besoin d'être étiquetées de par la sociologie des acteurs qui les dirigent. Ok, 30 secondes. Hein. Oui. On me signale à la régie que c'est terminé. Moi, je veux dire honnêtement, qu'importe l'origine du secrétaire général du RDPC, pourvu que je ne me retrouve pas dans une situation où les candidatures à une élection présentées par le RDPC sont annulées dans une région parce qu'on a mal préparé les dossiers. Donc, il faut des hommes compétents au secrétariat général qui soient le pendant de la compétence de ceux qui sont dans l'administration. Donc, moi, je veux un RDPC dynamique, enthousiaste, comme on a eu avec René Emmanuel, proactif, qui n'est pas dans la position de défensive, qui attaque. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose avec le secrétariat général, c'est de donner des hommes et des femmes capables, en souffle et en la conviction, portant le projet politique dont le champion est Paul Biya. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quelles que soient leurs origines, moi, ça ne me dérange pas que le Premier ministre, que le président de l'Assemblée soit de l'extrême nord et que le président du Conseil économique et social soit du même département que lui. Voilà, je ne vois pas pourquoi on posait la question pour M. Côté. Ce qu'on demande au secrétaire général, c'est de faire vivre le parti et de le rendre conquérant. Merci Jean-Robert Roiffaut. Merci. Tout simplement Merci pour également. dire que le procès qui vient d'être fait, M. Hervé convient de faire le procès du président national du RDPC parce que c'est bien lui qui a désigné le secrétaire général, M. Jean Côté, à ce poste. Alors, pour une fois, vous l'avez fait, j'espère que vous tirerez les conséquences. Je comprends que vous soyez un élu de Douala deuxième parce que là-bas, c'est au marché Congo qu'on règle ce genre de problème. Mais vous ne pouvez pas être mon interprétation. Ok, d'accord, s'il vous plaît, M. Roiffaut. Pour finir, je suis n'ouvrez pas ça, n'ouvrez pas ça. N'ouvrez pas ce débat-là. C'est terminé. Merci. On est à Bonapriso ici à Douala. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci, cher monsieur. Merci, Jean-Robert. Merci, Jean-Baptiste. Merci également au professeur Aboya Manassé. Merci, Hervé Emmanuel Com. Au plaisir peut-être de nous retrouver sur notre plateau de Canal Presse pour un autre débat. Merci d'avoir regardé. D'ici à là, restez scotchés. Bien le bonjour.